Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Bien, bienvenue à tout le monde d'être venu, c'est vraiment le fun, vous avez bravé la tempête pour venir. C'est le fun, il annonçait de la neige. Chanceux. Pardon? Ah non, tu viens de quel coin? Ah. Bon, au moins vous êtes sains et saufs, bien rendus. On va parler un petit peu de la composition corporelle. En fait, c'est quoi la composition corporelle? C'est un peu notre spécificité, notre spécialité ici chez RD Fitness. Dans le fond, c'est le fait de, vous êtes vous, mettons, puis là, vous dites, aïe, je veux perdre un petit peu de gras, je veux prendre un petit peu de masse musculaire. C'est ce qui est le plus populaire dans le domaine du fitness. Il y a des gens qui disent, non, c'est impossible, on ne peut pas faire vraiment de la composition corporelle. C'est un choix que tu fais. Ou tu perds du gras, ou tu prends de la masse musculaire. Tu ne peux pas faire les deux en même temps. Il y a d'autres écoles de pensée qui disent non, oui, les deux sont possibles. Aujourd'hui, je vais vous démystifier un peu le vrai du faux, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Premièrement, on va parler de la perte de gras. Les gens rendent ça vraiment compliqué parce que, comment dire, tu sais, la perte de gras, ça reste une question de balance énergétique. Tu sais, comme je le dis souvent, c'est une question, les calories qui rentrent versus les calories qui sortent. C'est ça qui va faire une balance qui est positive ou négative. On est dans une balance négative. Fait que s'il y a moins d'énergie dans votre système qui rentre que vous dépensez, bien évidemment, le corps va aller puiser dans ses ressources énergétiques pour fonctionner. De souvent, beaucoup de la communauté de naturopathes vont dire « Ouais, mais il y a les hormones vont avoir un impact sur la perte de gras. » C'est vrai, mais je vous donne un exemple. Tout le monde connaît un peu la glande thyroïde, cette fameuse hormone un peu difficile. Puis la glande thyroïde, c'est une hormone qui est vraiment capricieuse. C'est comme la testostérone. Fait que le problème de ça, c'est que une journée, je peux vous tester, exemple, le lundi, puis je vous teste 3 semaines après, puis mes ratios de testostérone de conversion de T4 en T3 va avoir fluctué de comme 40 %. Fait que ça bouge vraiment facilement. Fait que, oui, si vous faites un test, mettons, avec votre médecin, vous regardez votre glande thyroïde, puis qu'elle est un peu basse, ça se peut que cette journée-là en particulier, qu'elle était basse, et que 3 semaines plus tard, c'est mieux, et tout ça. Mais c'est vrai que les hormones vont avoir un grand impact. Si notre glande thyroïde ne fonctionne pas de la bonne façon, bien malheureusement, ce qui va arriver, c'est que notre métabolisme va être au ralenti. Mais la prémisse du déficit calorique reste là quand même. Fait que, tu sais, exemple, votre métabolisme serait à 1200 calories, vous brûlez à rester comme ça, comme à rien faire. Si vous avez une glande thyroïde qui est au ralenti, bien, ça se peut qu'à rien faire, vous allez être comme à 700, 800 calories. Fait que c'est ça qui peut devenir problématique. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que ça reste quand même une question de déficit calorique. Fait que les gens, par contre, vont souvent taper la balle au bon, puis vont dire « Ah, moi, j'ai trouvé une méthode révolutionnaire pour te faire perdre de la graisse, puis activer ton métabolisme. » Mais la réalité, c'est que si vous avez un problème médical, il faut le traiter avec une médication ou vous rendre compte pourquoi vous avez une glande thyroïde, exemple, qui est pas bien balancée. Là, la naturopathie va souvent parler, mettons, l'iode, le sélénium, c'est des ressources qui sont clés pour faire une activation au niveau de la glande thyroïde. Mais la réalité, tu sais, je dis tout le temps des vraies affaires, ça va vous aider de peut-être 1 ou 2 points, mais ça ne réglera pas quelqu'un qui a vraiment un problème au niveau de sa glande thyroïde. Donc, la première des choses, c'est de faire les tests chez votre médecin, vous assurer que tout le monde est dans la norme. Mais une fois que vous êtes dans la norme, la réalité, c'est que tout peut se faire. Et là, c'est là qu'on va en parler aujourd'hui. Donc, perte de gras, déficit calorique, c'est le plus important à aller chercher. Maintenant, c'est bien beau avoir un déficit calorique, mais pourquoi les gens disent « moi, tu sais, comme, je bois des calories, je perds du poids, mais pour une raison que j'ignore, comme il n'y a rien qui se passe sur la balance, mais c'est souvent relié au métabolisme quotidien, puis en fait à votre composition corporelle. Le métabolisme quotidien, le métabolisme de base, il n'y a pas grand-chose à faire là-dessus. Donc, mettons, tu vas brûler ta grandeur, ta grosseur, peut-être 1800 calories au repos, 1700 calories à rien faire, mais ça, c'est comme génétique de par la grandeur, la masse musculaire et tout ça. Tu peux augmenter ton métabolisme de base en augmentant ta masse musculaire, mais une livre de masse musculaire va brûler comme entre 5 et 10 calories par jour. C'est intéressant, mais c'est pas ça qui fait c'est pas tant game changer. Mais ce qui est game changer, c'est le métabolisme quotidien. C'est là que ça peut devenir le fun. Fait que vous avez le métabolisme de base, fait que tu es là, tu fais rien, bon, c'est 4 heures, c'est plate, mais bon, combien de calories tu brûles? Puis le métabolisme quotidien, c'est tout ce qui reste à côté pour faire brûler des calories. Là-dedans, on rentre le NEAT, Non-Exercise Activity Thermogenesis. Fait que votre thermogénèse dans votre journée sans faire de l'activité en tant que telle. Fait qu'exemple, est-ce que vous avez un job qui est sédentaire? Est-ce que vous êtes assise ou assis? Est-ce que vous bougez au travail? Combien de pas vous faites? Est-ce que vous avez tendance à marcher pour aller à l'épicerie? Vous prenez votre voiture? Tout ça, c'est le métabolisme de base. Et on s'en rend compte. Il y a des gens qui disaient « Ah, ben non, le métabolisme quotidien, à un moment donné, on peut atteindre un fameux plateau en perte de poids. Hein? » Des gens qui disaient « Ah, moi, je bouge.
mais pour une raison que j'ignore, je ne parle plus quoi. Fait qu'ils ont pris dans les années 80 des Navy SEALs, fait des soldats, et ils ont fait un groupe témoin, et pendant 24 heures, ils ont monitoré tout ce que les soldats faisaient. Au moment qu'ils se levaient, au moment qu'ils se touchaient. Puis ils se sont rendus compte que les gars, il y a des photos là, qui peuvent aller voir mettons, sur la littérature scientifique sur Internet, sont rendus comme rachitiques, ils ont comme la peau sur les os. Pourquoi? Parce qu'ils ont monitoré leur métabolisme quotidien. Ce qui se passe, c'est que sans s'en rendre compte, quand on consomme un peu moins d'énergie qu'on mange, le corps, sans que vous le vouliez, va commencer à ralentir vos activités. Vous avez tendance à peut-être dire, mettons, quelqu'un vous appelle, hey, on va-tu comme, je sais pas, marcher, on va-tu monter une montagne? Ah, ça ne me tente pas aujourd'hui. Puis c'est tellement insidieux que vous n'en rendez pas compte parce que c'est un mécanisme de protection dans le système. Quand vous êtes en grand déficit calorique, bien, le système, lui, il veut préserver votre graisse parce que si vous vous retrouvez, mettons, dans le désert, puis là, vous avez comme rien à porter de la main, bien, il faut qu'il y ait de l'énergie en backup pour vous soutenir. Fait que c'est ça que ça sert. Fait qu'inévitablement, vous allez commencer à réduire vos activités. Si vous êtes quelqu'un de nerveux, qui bouge tout le temps, on en connaît, là, qui bouge tout le temps, bien, on s'est rendu compte que ça peut avoir un impact sur le métabolisme. On appelle ça le NEAT. Et on s'est rendu compte que des NEAT, ça peut aller de 70 calories, quelqu'un qui brûle au quotidien juste en faisant leurs petites activités sans s'en rendre compte, jusqu'à 720 calories. C'est une grosse différence énergétique. Là. Si c'est 70 à 720, on parle de quasiment... vous faites ça pendant une semaine, on parle de plus qu'une livre et demie. Fait que ça fait une grande différence. Fait que pour revenir à l'exemple des soldats, ils se sont rendus compte que s'ils s'assuraient qu'ils bougeaient tout le temps de la même manière, de la même façon pendant, exemple, 16 semaines, ils perdaient de la graisse. Fait que c'est juste pour vous montrer que le corps a des magnifiques métabolismes pour arrêter de bouger et garder son énergie. Fait que c'est pas tant que votre corps, à un moment donné, vous boude, c'est juste qu'inconsciemment, vous envoie des beaux réflexes de votre système nerveux et votre cerveau qui vous dit « Arrête de bouger, arrête de faire des activités, nous, on va te préserver de la graisse. » Fait que c'est pour ça que tout le temps couper ses calories, à un moment donné, ça peut fonctionner, mais ça devient un acide calvaire, là, parce que parce qu'à un moment donné, on mange pas, fait que là, on veut moins bouger, on bouge moins, fait que là, il y a moins de calories. Fait que c'est comme un cercle vicieux. Fait que là, on mange moins, fait que là, quand on s'entraîne, on a moins d'énergie à l'entraînement. Fait que qu'est-ce qui se passe quand on a moins d'énergie à l'entraînement? On n'atteint pas l'échec musculaire. Fait que là, on atrophie notre muscle parce que là, on s'entraîne moins. On skip des journées de gym. En skippant des journées de gym, on a une moins grande sollicitation de notre tissu musculaire, on perd du muscle. Fait que c'est la boucle négative à la perte de gras. La boucle positive, de l'autre côté, c'est de dire, OK, j'ai deux assets très importants. Il y a mon métabolisme quotidien, puis il y a mon métabolisme de base, donc qui rentre avec mon alimentation. Fait que le but, c'est de diviser en deux les calories que vous allez brûler. De cette façon-là, you got best of both worlds. Fait que qu'est-ce que vous faites? Vous dites, je vais faire un léger déficit calorique, 200, 250 calories, rien de vraiment notoire, qui va vraiment avoir un impact au niveau de mon énergie. Je vais continuer à aller monter des montagnes, je vais continuer à aller marcher avec mon chien, je vais continuer à être nerveux de même, bouger de la patte, peu importe. Mais ce qui va arriver, c'est que vous êtes capable de faire vos activités. Fait qu'une boucle positive pour la recomposition corporelle, c'est oui, baisser un petit peu ses calories, mais en même temps, c'est continuer à s'entraîner, continuer à être actif, continuer à faire de la masse musculaire. Tantôt, je vous ai dit qu'une livre de masse musculaire, il y a juste 5 à 10 calories au repos, mais reste qu'il y a un effet cumulé à ça. Vous n'avez pas 8 livres de masse musculaire sur votre corps. Vous avez des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres de masse musculaire. Et au-delà du fait que le muscle consomme de l'énergie pour rester en vie, bien lui, il a besoin de glycogène. Quand vous mangez, exemple, une tranche de pain le matin, bien le glucose qui se trouve dans la tranche de pain doit aller à quelque part. Fait que plus vous avez de muscles, plus vous avez de petites portes qui sont ouvertes où est-ce que le sucre peut rentrer dans le muscle et venir s'installer là, parce que si vous avez peu de masse musculaire, il n'y a pas beaucoup de place. Fait que le sucre lactose va vous dire, je m'en vais où? Le muscle est plein, vous avez un tout petit biceps, je ne peux pas rentrer dedans. Il y a une place que tout peut tout à rentrer, c'est dans le tissu un petit peu, dans le gros. Ça s'en va tout seul dans le tissu un petit peu. Fait que c'est pour ça qu'il faut un heureux mélange entre l'activité physique et la perte de gras au niveau de l'alimentation. Maintenant, vous allez me dire, OK, mais c'est bien beau tout ça, mais comment je calcule mes calories qu'il faut que je mange? C'est bien de la science, c'est le fun. Bien, option 1, vous venez me voir ici chez Every Fitness. Ou option numéro 2, mettons que vous voulez le faire par vous-même, c'est relativement, c'est pas nécessairement simple, mais ça se fait. Je vous explique comment. C'est quoi ton prénom? Safi. OK. Mon ami ici se lève et se dit, moi, demain matin, je veux perdre 5 livres. Et comment j'y arrive? Bien, moi, ce que je vous dis, c'est prenez une application pour écrire ce que vous mangez et pendant 20-25 jours, écrivez tout ce que vous mangez. Là, limitez-vous pas, là, mangez comme à l'habitude, il n'y en a pas de problème. Faites juste écrire. Écrire. Prenez des photos avant de débuter, mettons pendant 3 semaines, ou des tours, des circonférences. Et 3 semaines après, vous repesez, vous prenez vos circonférences.
Si votre poids a monté, vous savez que vous avez légèrement un peu plus mangé. Si votre poids a diminué, ça veut dire que vous étiez en déficit calorique. S'il reste stable, ça veut dire que vous avez pris du muscle, perdu du gras, ou il ne s'est absolument rien passé. C'est là que le visuel va vous donner une bonne réponse à ce niveau-là. Ça, c'est une bonne façon de trouver. Fait que prenez vos 21 jours, vous faites une moyenne, vous appelez à l'école, les mathématiques, vous faites une moyenne sur 21 jours, ça va vous donner un chiffre, genre, mettons, je sais pas, 2400 calories, 2500. Vous dites, OK, à 2500 calories, je perds du poids. Je continue comme ça. À 2500 calories, je ne perds pas de poids, je dois faire un changement. Est-ce que je diminue mes calories ou j'augmente mon activité physique? Ça, c'est votre décision. Ou est-ce que j'ai pris du poids? Vous dites, là, je peux diminuer mon alimentation ou faire plus d'activité physique. Fait que ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas 21 jours à consacrer là-dedans, vous ne méritez pas votre transformation. Fait que, tu sais, c'est une façon facile de le calculer. Okay? Ça, c'est pour la perte de poids. Est-ce que, d'après vous, vous pouvez prendre de la masse musculaire tout en perdant du gras? Mettons, levez les mains ceux qui pensent que c'est impossible. Oui, c'est très possible. Il y a 3 cas où est-ce que c'est très possible. Premièrement, si vous avez une blessure, par exemple, moi, je me suis déchiré le biceps, du tendon. Fait que là, pendant des mois, il a fallu que je sois arrêté, j'ai atrophié, j'ai perdu comme une vingtaine de livres parce que je ne bougeais plus, j'étais arrêté, tout ça. Fait que mon muscle s'est dégradé. Vous savez, hein, si vous prenez 1 semaine à 2 semaines d'arrêt de votre musculation, vous pouvez perdre jusqu'à 3 mois de gain musculaire. Fait que, c'est vraiment plate, mais c'est la réalité. Hein. Le muscle répond à un stress qu'on lui impose. Fait que si vous ne lui imposez pas de stress, malheureusement, il va atrophier. C'est ce qui se passe. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous êtes alité ou il va y arriver quoi que ce soit, malheureusement, vous allez atrophier très rapidement. Donc, ceci étant dit, il y a ces gens-là qui vont prendre la masse musculaire assez facilement. Les deuxièmes personnes, c'est les gens qui n'ont jamais touché un poids de leur vie, qui n'ont jamais fait de musculation. À ce moment-là, leurs muscles sont fresh. Ils n'ont pas les récepteurs, il n'y a rien qui s'est fait réveiller. Le fait de commencer la musculation, le corps va énormément réagir. Puis par le fait même, ça se peut qu'ils utilisent la graisse que vous avez comme énergie pour bâtir ce muscle-là. La prise de masse musculaire ne devrait pas être limitée aux hommes, ok? C'est non-genré, les muscles. Même les femmes devraient prendre la masse musculaire. Les études qui sont sorties il y a quelques mois qui disent que les femmes ont le même potentiel hypertrophique que les hommes, c'est juste qu'ils ne partent pas du même niveau. Les hommes ont génétiquement plus de tissu musculaire sur le corps. La femme part de là, l'homme part de là, mais ils peuvent monter de la même façon. C'est pour ça que les femmes, des fois, qui me disent « je ne veux pas nécessairement avoir les muscles d'un homme », mais je dis « écoute, ça va être difficile là, parce que tu pars déjà pas mal en arrière. Fait que tu vas être une version de toi plus musclée, mais avant que tu aies une musculature masculine, comme des croûtes à manger, là, parce que plus que tu montes, la masse musculaire de l'homme aussi monte. C'est comme ça s'équivaut. Okay? Fait que ça, c'est vraiment important de le comprendre au niveau du tissu musculaire. Fait il y a une autre catégorie, c'est simplement les gens qui s'entraînent. Il y a toujours une possibilité de perdre du gras et de prendre la masse musculaire à condition de comprendre comment les calories et l'entraînement fonctionnent. C'est ça que je vais vous expliquer aujourd'hui. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour brûler du gras, ça ne prend pas... Tu sais, on dit souvent qu'une livre de gras, c'est 3500 calories. Les études montrent que ça peut aller jusqu'à 8000 calories qu'on a besoin de brûler pour brûler une livre de tissu adipeux à cause de tous les mécanismes qui s'en suivent. Mais là, 8000 calories, c'est pas 8000 calories que vous mangez. N'oubliez pas que le corps aussi brûle les calories. Parce que si vous me dites, je brûle 500 calories par jour pendant une semaine, ça va me donner 3500 calories, ça va me donner une livre. Ça fait quand même du sens parce que le corps à lui-même continue aussi de brûler les calories. Fait que c'est correct de le faire comme ça. Okay? Mais vous voulez aussi bâtir de la masse musculaire pendant ce temps-là. Maintenant, comment y arriver? La prise de tissu musculaire et la perte de gras, c'est vraiment 2 écoles différentes. Pour bâtir du muscle, vous avez besoin de 3 choses. Vous avez besoin de suffisamment d'énergie pour votre training. Vous avez besoin de protéines qui vont vous aider à bâtir de la masse musculaire. Puis vous avez besoin de volonté pour faire l'activité physique. Pour perdre du gras, vous avez besoin d'une chose, c'est un déficit calorique. Est-ce que les deux peuvent coexister ensemble? Absolument. Absolument, absolument. Les gens chez qui c'est impossible de prendre du muscle et de perdre du gras, c'est des gens qui ont un pourcentage de gras trop bas. Un homme en bas de 10%, sans produits ergogènes, whatever, puis une femme en bas de 12-13%, très difficile. Parce que si la femme va s'entraîner, par exemple, elle est à 12-13%, elle a un body fat qui est très, très bas, elle risque de manquer d'énergie en dessous de son tissu adipeux pour bâtir de la masse musculaire. C'est pour ça qu'en évaluation, quand on évalue un client, la fille est comme « moi, je veux prendre de la masse musculaire, mais là, je ne veux pas manger trop, je ne veux pas prendre du poids. » C'est un classique qu'on entend souvent, mais la fille est déjà en bonne shape. Et tu dis « écoute, il ne te reste plus assez de réserve pour bâtir de la masse musculaire en ce moment. Tu es trop libre dans ton body fat. Il va falloir qu'on augmente un petit peu ta nourriture. »
Parce que c'est une femme qui vient nous voir, qui est exemple à 30% de gras, bien, je vais dire, parfait, super bonne candidate parce que tu as tellement d'énergie stockée que ton corps, on peut l'utiliser pour bâtir la masse musculaire. Il n'y a pas besoin d'être en surplus calorique. On va être en déficit calorique, puis on va utiliser l'énergie qui est stockée pour bâtir de la masse musculaire. C'est pour ça que la recomposition corporelle, c'est une réalité, puis c'est quelque chose qui est relativement facile à faire quand vous avez la bonne stratégie, mais ça ne s'adresse pas à tout le monde. Quelqu'un qui est avancé va devoir faire un choix. Est-ce que je prends de la masse musculaire? Est-ce que je perds du gras? C'est là que ça va se passer. L'autre chose aussi, pour la prise de masse musculaire, le muscle là, a besoin d'une chose, c'est la surcharge progressive. Est-ce que vous savez qu'est-ce que la surcharge progressive? Oui? Parce que d'acheter du poids de plus en plus, que genre, dans le monde. Exactement. La surcharge progressive, c'est le fait de toujours demander au corps de faire un effort qui est plus difficile. Plus difficile. Puis j'ai fait un entraînement il y a vraiment longtemps avec Charles Hamelin, peut-être le champion de patin un court piste. Puis il m'avait dit une chose qui m'avait vraiment marqué. Il m'avait dit, Félix, parce que dans le temps, j'étais plus dans le patin, il m'avait dit, Félix, moi, je ne vais jamais au gym pour refaire la même séance que j'ai faite la dernière fois, sinon, comme what's the point? Puis j'étais comme, wow, c'est une affaire d'athlète, whatever. Mais là, comme ça m'a travaillé les années après, puis j'étais comme, c'est pas du sens. Si je refais quelque chose, si je fais exactement la même chose que j'ai fait lundi passé, comment je peux m'attendre à avoir comme plus de résultats, tu sais? Fait que l'erreur numéro 1 que les gens font dans le gym, c'est pas écrire leur charge. Pour vrai, c'est une erreur monumentale. Si vous faites ça, ça ne fait pas de vous des mauvaises personnes, mais arrêtez de le faire. Commencez à écrire vos charges, c'est vraiment important. Parce que si vous n'êtes pas capable de monter, il y a deux choses au niveau de la surcharge progressive. Il y a les poids qui peuvent monter, ou c'est le nombre de répétitions. Moi, la meilleure façon de programmer un entraînement avec un client, c'est que je vais lui donner, exemple, 2 séries effectives, fait 2 séries où est-ce qu'on va travailler réellement. Puis je vais leur donner une rep range. Je ne sais pas en français, c'est une charte de répétition, quelque chose comme ça. Et on voit souvent les entraîneurs écrire 6 à 8, 8 à 10, 10 à 9. Si vous avez souvent ça. Moi, j'aime pas écrire ça parce que je trouve que 2 répétitions, ça laisse pas assez de lassitude. Fait que j'aime mettre 3 répétitions. 4 à 7, 7 à 10, 10 à 13. De cette façon-là, on a un peu plus de buffer. Ce que je dis à mes clients, je leur dis toujours la même chose. Je dis, quand tu refais le même entraînement, il faut que, tu ailles monter ta charge ou que tu ailles rajouter une répétition. C'est obligé. Sinon, c'est moi qui ai mal fait ma job. Fait que j'ai mal fait la programmation, j'ai mal programmé ta structure. Ou de ton côté, t'as pas mangé, tu as fait le party, tu t'es couché à 2 heures du matin. Là, ça se peut que ce soit aussi la faute de la personne. Mais juste faire une parenthèse là-dessus, tu sais, on parle beaucoup de well-being, puis de la santé, puis du sommeil, puis ça, c'est super intéressant, mais je vais dire une autre chose un peu shocking news. Une fois que vous avez stimulé le système pour venir prendre la masse musculaire, que l'influx a été envoyé avec la décharge de calcium, puis tout ça, une fois que le mécanisme est enclenché, il est enclenché. Okay? Fait que même si vous dormez 6 heures une nuit, 8 heures une autre nuit, le mécanisme est déjà enclenché. Fait que je ne veux pas dire que la récupération, comme on la connaît, c'est moins important que ce qu'on dit. Mais tu sais, je veux juste faire une analogie. Mettons, vous vous blessez, okay? Vous avez une blessure, puis là, vous avez une cicatrice qui guérit. Même si vous dormez 1 heure de moins pendant 4-5 jours, la cicatrice va fermer à la même vitesse. Okay? C'est pas marketing de dire ça, mais le sommeil, oui, c'est important, les hormones de croissance, mais c'est pas un game changer. Enfin, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'anxiété à comme, oh my God, il faut qu'à telle heure je sois couché. Oh my God, j'ai skippé un repas. Oh, mais tu sais, comme tapez-vous pas sur la tête. La place où est-ce que vous devez réellement performer, c'est à l'entraînement. Si votre programmation, elle est bien faite, elle est bonne, le reste, ça va se faire tout seul, si vous avez suffisamment de protéines. Tu sais, ça fait 19 ans que je coach, puis ça fait 10 ans qu'on est bon en FT Fitness. Puis, au début, j'étais beaucoup 80% alimentation. C'est ce qu'il faut, l'alimentation. Puis, honnêtement, dans les 2 dernières années, je me suis rendu compte que c'est pas... L'alimentation, c'est important, mais c'est pas 80%. Je dirais que c'est plus 50%. Si l'entraînement est mal périodisé, si vous ne faites pas de surcharge progressive, vous allez vous manger comme poulet, riz, brocoli, 10 amandes, allégro, vous allez peu pouvoir avoir de résultats parce que le driver du changement corporel, c'est le stimuli externe que vous mettez sur votre tissu. Si le tissu n'a pas de stimuli, vous avez beau manger, whatever, qu'est-ce que vous mangez, 0 moins 0, j'en retiens rien, il ne se passe rien. Fait que c'est vraiment l'entraînement, d'où l'importance de bien périodiser. Je reviens à une belle périodisation. On va faire du 4 à 7 répétitions. Les gens vont souvent me dire, oh my God, c'est lourd, puis tout ça. Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez frapper une hypertrophie qui est rapide, vous n'avez pas le choix de mettre un stress qui est important sur le système. Okay?
beaucoup de gens vont dire, ah, tu peux prendre la masse musculaire si tu fais, mettons, 10, 12, 15, même 20 reps, tant que tu arrives à l'échec musculaire. Ce qui est vrai, c'est juste qu'on va définir c'est quoi l'échec musculaire. C'est quoi, selon toi, l'échec musculaire? Je pense que c'est quand tu es plus capable de lever ton poids. Exact. Puis, est-ce que, j'imagine que tu t'entraînes, Oui. est-ce que tu fais des répétitions basses parfois? 5, 6, 7 répétitions, 8 répétitions? Non, je fais souvent, moi, je fais plus comme des longues répétitions. OK. Je vas pense être que c'est idéal. OK, tu vas être un exemple parfait. On dit souvent que l'atteinte de l'échec musculaire, c'est ce qui va vous donner des résultats. Si vous faites 15 répétitions et que vous atteignez l'échec musculaire en tant que tel, vous allez avoir un gain du musculaire. Ce qui se passe, c'est que ça se peut que ce ne soit pas le muscle que mécaniquement il est plus capable de contracter qui va vous arriver. Ça se peut que ce soit une accumulation d'ion H+. Fait que, comme quand il y a trop d'acidose métabolique qui se remplit dans le muscle, ça se peut d'un, c'est sur ta fatigue, parce que toi, tu es rendu à 18 reps, tu es écœuré de faire ta contraction. Fait que ça se peut que ce soit juste, tu es lassé, tu es fatigué. Comme mettons, vous faites du vélo pendant un certain moment, vous êtes comme, ah, je suis plus capable. Ou ça se peut juste que ça brûle trop, tu es comme, ah, ça chauffe trop, je suis plus capable. Mais c'est pas un réel atteinte d'échec musculaire. Ça, c'est un échec musculaire chimique. Puis ça va donner, ben, pas grand-chose, là, mais c'est pas idéal, OK? Vous voulez atteindre un échec musculaire qui est mécanique, OK? Sans l'échec musculaire mécanique, vous tirez dans le pied. Vous pouvez faire du 12 à 15 à 20 répétitions en échec musculaire et avoir des résultats. Mais honnêtement, même moi, j'ai de la ben pas même moi, mais même des gens expérimentés ont de la misère à atteindre l'échec musculaire mécanique avec du haute répétition. Okay? C'est très difficile. Fait que, mettons que tu viens voir, tu me dis, Félix, écoute, je suis dans un plateau, j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais te dire, à ce moment-là, on va baisser ton nombre de répétitions. De un, ça va vous aider à atteindre l'échec mécanique, mais de deux, ça va aider aussi quelque chose de super important qui est, Pascal, tu peux jump in. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que ça fait qu'on fait de la musculation là? Qu'est-ce qu'on stimule? Son mécanique et au niveau musculaire, y a-t-il quelque chose en particulier? Exactement, le recrutement musculaire. Vous devez recruter un maximum de fibres dans votre muscle quand vous entraînez. Il y a quelque chose qui s'appelle les unités motrices à haut seuil d'activation. Vous avez des unités motrices sur tous les types de fibres. Il y a 3 types de fibres. Les fibres de type 1, ça, c'est des fibres qui sont blanchâtres un peu. Ça, c'est des fibres, mettons, de marathoniens. Okay? Tu sais, les marathoniens, ils sont en forme, right? Ils ont des muscles, mais ils sont petits. C'est des fibres endurantes. En bas de 30% d'échec maximal. Fait que si je vous mets, mettons, sur un squat, là, puis là, à 500 livres, là, vous atteignez, non, plus facile pour que je calcule, à 100 livres, vous atteignez l'échec, bien, il faudrait prendre 30 livres, puis là, vous entraîneriez seulement les fibres d'endurance, OK? Fait que ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que vous voulez frapper les bonnes unités motrices. Pour les frapper, il faut avoir des charges qui pèsent quelque chose. Vous avez déjà peut-être entendu parler des fameuses histoires, là, tu sais, je sais pas si c'est vrai, en fait, tu sais, de la mère là, qui voit son enfant sur une voiture, tu sais, j'entends ça. Ouais, c'est ça. Puis là, quand elle arrive, bing, elle lève le char, mais elle fait, elle mesure genre 5 pieds 2, 120 livres, là, puis là, c'est comme, oh my God, comme, what happens, là, tu sais. Ben, l'affaire, c'est que même si peut-être elle se déchire les tendons, tout ça, pendant un certain moment, il y a tellement une rush de cortisol et d'adrénaline qu'elle a un recrutement maximal de ces unités motrices à haut seuil d'activation qui sont collées sur les fibres rapides. Fait que pendant un certain moment, là, elle est devenue vraiment, vraiment forte parce qu'elle était en mode genre, il faut que je sauve mon bébé ou mon enfant, sinon ça va mal aller. Mais c'est ces fibres-là que vous voulez habituer à grossir. Si vous n'êtes pas capable de recruter ces fibres-là, malheureusement, vous laissez comme plein de gains sur la table. Et vous voulez les réveiller, ces fibres-là. Mais la meilleure façon d'aller réveiller ces fibres-là, c'est en prenant une charge qui est assez lourde pour dire au système, et tabarouette, c'est lourd cette charge-là, je vais aller stimuler les bonnes unités motrices pour activer les bonnes fibres pour ne pas lever la voiture, mais lever une certaine charge. Par contre, comme j'expliquais, c'est quoi le danger de la mère qui a levé la voiture, selon vous? Ben oui, les risques de blessure. Les risques de blessure et de setting avec les charges lourdes. Fait que si, mettons, tu viens voir une fois, tu me dis, écoute, Félix, là, je faisais du 12, 15, 20 répétitions. Je suis pesant, je dis, OK, c'est bon, on regarde ça ensemble. Bien, l'affaire, c'est que le tendon récupère beaucoup plus lentement que le muscle en tant que tel. Si vous commencez comme demain, vous dites, j'ai écouté Félix, on le pesant, bien, le problème, c'est que ça se peut que vos tendons ne récupèrent pas et que vous vous blessiez à faire le mouvement. Fait qu'on veut y aller de façon progressive. Mettons que vous faites 12 à 15 répétitions, bien, la prochaine semaine, vous pouvez peut-être faire comme 8 à 10, 10 à 12 répétitions. Et tranquillement, pas vite, vous allez vers quelque chose de plus lourd pour laisser le tendon récupérer. Une autre chose, combien de jours par semaine tu t'entraînes? 3-4. 3-4.
Souvent, quand on fait beaucoup de volume, ce qui se passe, c'est qu'on a une récupération qui est un peu plus rapide, parce que ben, vous ne brûlez pas les grosses unités motrices, puis ceux qui sont les plus longues à récupérer. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est que plus lourd que vous entraînez, ben, moins souvent vous devez vous entraîner parce que vous devez laisser le temps aux muscles de récupérer. Et j'en passe souvent, il y a une étude qui est sortie il n'y a vraiment pas longtemps. Ils ont pris 3 séries de bench press, mettons pour les pectoraux, faites le lundi. À tous les lundis, ils ont regardé à quel point le muscle grossissait ou devenait plus fort, puis ils ont pris la même personne, puis ils ont fait une série de bench press lundi, mercredi, vendredi, et il y a eu comme 40% plus de gains sur lundi, mercredi, vendredi. Fait que vous devez diviser votre volume. Okay? C'est pour ça que longtemps, on a été un peu dans le champ à dire ben, tu sais, je vais donner 3 exercices de chest le lundi, fait incline, fly, mettons, peu importe. Fait que je fais 3 séries, je fais ça 2 fois par semaine, c'est beaucoup trop de volume. Il faut laisser le temps au corps de récupérer. Vous êtes mieux d'en faire un peu moins, assez lourd, mais souvent dans votre semaine. De cette façon-là, vous allez tout le temps frapper les bonnes unités motrices, puis vous allez avoir une bonne courbe de son de compensation. Une autre chose au niveau de la création musculaire, on va y aller tantôt, c'est les hormones. J'en parlais tout à l'heure, juste venir sur la force. Fait que ça, c'est la première des choses qu'il faut comprendre. Ce qui se passe, c'est que si vous faites tout le temps 4 à 7, 4 à 7, 4 à 7 tout le temps, puis là, vous montez lourd, vous menez vos charges, bien, qu'est-ce qui va arriver? Ben, un jour, vous allez atteindre des plateaux, right? Parce que sinon, on ferait tout 1000 livres au squat, puis 10 000 livres au bench press. À un moment donné, t'atteins. Parce que dans un mouvement particulier, dans le bench press, un mouvement particulier, moi, à la largeur d'épaule que j'ai la grosseur de ventre musculaire que j'ai la grandeur que j'ai. À un moment donné, je vais saturer mes unités motrices pour ce mouvement particulier. Fait qu'à un moment donné, l'angle exact avec la barre que j'utilise, je vais avoir recruté 100% de mes bonnes unités motrices. Qu'est-ce qui se passe? Mais je ne pourrai plus avoir de gain. Fait que, tu sais, la pire affaire, c'est d'aller au gym tout le temps, faire les mêmes mouvements. Moi, ça fait, des fois, je parle à des messieurs, là, je m'entraîne aussi avec chez moi, puis ils sont comme, moi, Félix, ça fait 4 ans que je fais la même affaire, c'est bien correct pour moi, puis ça dépend de mes objectifs. Oui, absolument, mais l'affaire, c'est que tu stagnes. Fait dans la progression, donc, vous rachetez un peu de poids, vous rachetez des charges, vous rachetez des reps, là, vous montez comme ça. À un moment donné, pendant 1 ou 2 semaines, s'il n'y a plus rien qui se passe, là, rien, c'est que vous avez potentiellement maximisé les unités motrices dans ce mouvement-là en particulier. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il faut changer le mouvement. C'est à ce moment-là qu'il faut changer le plan. Ça va peut-être prendre 2 semaines, 4 semaines, 8 semaines, 16 semaines, je ne sais pas, ça va vraiment dépendre de vous. Okay? Fait qu'une fois que vous avez saturé le mouvement, il faut changer le mouvement. Mais c'est pas obligé d'être un gros changement. Ça peut être que vous étiez, mettons, sur un banc flat, mais vous venez avec 15 à 20 degrés d'inclinaison. Les nouvelles unités motrices, un nouvel angle, un nouveau recrutement à ce moment-là. Fait que c'est là que la programmation devient vraiment intéressante. T'sais. Pas obligé de faire des choses qui sont trop fancy, mais vous pouvez atteindre vos résultats à faire quelque chose comme ça. Un autre problème, si vous levez tout le temps pesant dans votre processus, c'est qu'à un moment donné, même si vous prenez les temps de repos que vous voulez, quand vous levez des charges qui sont lourdes, même si vos tendons récupèrent, ça va mettre un stress sur vos organes, vos tissus, tout ça. Fait que c'est bon des fois de briser ça avec des répétitions qui sont un peu plus longues. Mais pas nécessairement trop longues. En 12 répétitions, puis tu sais, on se parle en 12 répétitions, si vous êtes en reconstruction corporelle, si vous n'avez pas un sport particulier qui vous demande une endurance extrême, it's useless. Pour vrai, ça ne sert à rien. À moins que vous entraîniez des muscles qui sont tout petits, comme une coiffe des rotateurs, ou est-ce qu'un muscle qui est grand comme on voit. Fait qu'à part ça, vous n'avez pas besoin. Fait que, tu sais, 8 à 12 devraient être vos high reps, et 4 à 7, 4 à 8 devraient être vos low reps. Fait que si vous jaugez tout le temps, vous faites mettons, low, là, vous commencez à avoir des inconforts au niveau de vos tendons, tout ça, vous prenez 2-3 jours de break, laissez l'inflammation diminuer, puis là, vous pouvez embarquer sur du 8 à 10, quelque chose comme ça. Puis c'est comme ça que vous faites vos cycles au niveau de vos entraînements. Mais c'est important, ne montez pas vos charges, montez pas votre nombre de répétitions sur le même mouvement. Si les unités motrices sont saturées, il faut changer l'exercice. Ça, je sens mon Bodybuilder volume 3, quand le 20, je pense, de ça. Mais là, il a fallu que je me casse la tête en tabarouette, parce que là, je venais déjà dans 2 programmes complets de tout saturer les mouvements les plus communs pour le petit moyen grand fessier. Fait que là, il a fallu que je retourne dans ma biomec, que là, je trouve des mouvements spécifiques. On trouve des vidéos lugubres sur Internet de mouvements vraiment scientifiques parce qu'il fallait que je sature des nouveaux patterns. Fait que si je ne sature pas des nouveaux pathways, vous allez plafonner, puis malheureusement, ben, vous n'avez pas vraiment de résultat. Fait que ça, c'est la chose la plus importante dans l'entraînement à comprendre. Sur charge progressive et de comprendre aussi à ce niveau-là de comment y arriver. L'autre chose, tantôt, je parlais des hormones. La raison pourquoi vous êtes toujours mieux d'entraîner un muscle avec moins de volume, mais plus souvent dans la semaine, c'est que lorsque vous entraînez, quelles sont les hormones les plus anaboliques du corps qui vous permettent de bâtir un tissu en tant que tel et de perdre du gras? Est-ce que vous savez?
Oui, peut-être. OK. Il y en a trois. OK? La première, c'est la testostérone. Même les femmes, vous avez la testostérone en passant. La deuxième, c'est l'hormone de croissance qu'on a lorsqu'on est jeune et qui nous permet de brûler du tissu et graisseux. Mais l'hormone la plus anabolique que vous avez dans le corps est celle que vous avez 100% de contrôle dessus, parce que malheureusement, la testostérone, vous n'avez pas le contrôle dessus. L'hormone de croissance, vous n'avez pas l'hormone dessus, vous n'avez pas le contrôle dessus, c'est l'insuline. L'insuline, c'est un hormone de stockage. L'insuline, c'est sécrété de votre pancréas quand vous mangez du sucre ou une boisson qui est liquide. Et ce que ça fait, bien, l'insuline sécrétée du pancréas, ça vient prendre le sucre et ça l'amène, comme j'expliquais tantôt, dans les tissus musculaires ou dans les tissus gras. C'est une façon de pousser la protéine dans le muscle, parce que ça prend le sucre, puis ça, en même temps, c'est des acides aminés, fait des protéines avec, c'est comme, hey, viens-t'en avec moi, je vais te prendre avec moi, vite. Puis là, ça vient me porter où est-ce que vous voulez le porter. Donc, la beauté de la chose, c'est que si vous entraînez 3 fois par semaine, vous mangez des repas qui sont relativement équilibrés, mais vous avez, exemple, un petit peu de glucides après vos entraînements, ou même pendant vos entraînements avec des protéines, bien, vous avez 3 opportunités, mettons, vous faites vos fêtes fessiers, vous avez 3 opportunités d'amener de l'insuline et des protéines dans le fessier dans la semaine. Mais ça, juste une fois. Parce que l'affaire, c'est que quand vous mangez de la protéine, puis votre muscle récupéré, il n'y en a plus besoin. Là. Même qu'on s'est rendu compte que quelqu'un, exemple, qui fait plus du haut du corps ou plus du bas du corps, à la longue, les protéines qui sont stockées dans les muscles vont se dégrader, revenir dans la circulation ensemble pour venir filer les autres muscles dans le corps. Fait que ça se peut que quelqu'un arrive, là, ça fait un certain moment qu'il s'entraîne et tout ça, puis il dit, Colin, j'entraîne encore mes muscles, mais je comprends pas, j'ai perdu de la masse musculaire, du haut, du bas, peu importe. Ben c'est ça, c'est qu'il y a une dégradation de tissu musculaire à certains endroits et ça s'en va à l'autre endroit parce que ça déséquilibre votre physique. C'est pour ça que vous ne pouvez pas faire le même type d'entraînement longtemps. On parle souvent des push-pull de ce type d'entraînement-là. Mais si vous êtes sur le même style d'entraînement trop longtemps, à un moment donné, il va y avoir des équilibres au niveau du physique. Fait que moi, ce que je fais quand je fais de la programmation, exemple, je peux mettre, mettons, tout le corps, full body. Fait que j'entraîne tout le corps, 3 par semaine, 1 ou 2 jours, peu importe. Et là, la personne me dit, hey, Félix, j'ai le goût de mettre un petit peu plus de torque. Là, je veux pousser un peu plus, fait qu'on va faire un push-pull leg. Fait que les muscles qui poussent, les muscles qui tirent et les jambes. Mais là, si je fais ça pendant un certain moment, je fais 2 fois moins de jambes que le haut de corps. Fait que là, après, je split les gens sur du upper-lower. L'affaire, c'est que si vous avez des fibres rapides dans les jambes, je vous fais juste faire du upper-lower tout le temps, vous allez, surtout les femmes, vous allez prendre peu de tissu musculaire en haut, mais beaucoup de tissu musculaire en bas. Fait que vous voyez la subtilité de la programmation. La programmation, c'est vraiment la clé des résultats. Vous allez pas manger vos protéines, boire votre eau, faire vos méditations et tout ça, c'est génial, mais il faut programmer de la bonne façon vos choses. Maintenant, l'autre question. Combien d'exercices je mets par groupe musculaire? Est-ce que je peux mettre les mêmes exercices? Est-ce que je mets autant de volume par groupe musculaire? C'est là la question. Fait que quand vous allez vous entraîner, il faut vous dire, OK, dans ma semaine, vous regardez, mettons, après la douche, tout nu, en bas, peu importe. Là, vous regardez, là, vous dites, OK, qu'est-ce que j'aimerais qu'il soit comme plus musclé, puis qu'est-ce que je trouve comme I'm good, OK? Fait que qu'est-ce que vous dites que je suis comme, j'en veux un peu plus? Bien, c'est ce que vous devez plus entraîner dans votre semaine. Exemple classique, là, on va prendre une femme fictive, une fille, là, elle me dit, Félix, je veux plus de fesses, plus d'épaules, plus de dos. OK. Fait que là, je vais mettre épaules, fesses, dos en haut, puis je vais dire, je vais mettre 10 à 12 répétitions, 10 à 12 séries que je vais diviser par 3. Fait que mettons 3, 3, 4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, merci Félix. Fait que vous allez avoir vos séries et tous les autres muscles qui sont moins importants pour elle. Exemple, elle a déjà des quads, je vais mettre moins d'exercices. J'en ai peut-être 2, 4, 6 séries dans la semaine. Parce que vous ne pouvez pas grossir de façon égale, parce que tout le monde a une mixture différente au niveau des fibres. Fun fact, pourquoi la Chine vend autant aux Jeux olympiques, je ne sais pas si vous savez, mais bon, les jeunes, les enfants, je pense que c'est vers 3-4 ans, ils font des biopsies. Fait que dans le fond, c'est qu'ils viennent faire des ponctions, qu'ils prennent des morceaux de tissu musculaire, du quad, du dos, tout ça, pour voir le type de fibre. Y a-t-il plus des fibres lentes? Y a-t-il plus des fibres rapides? Fait que si on se rend compte qu'il y a un petit garçon qui est vraiment dans des fibres lentes partout, plus que la génétique normale, ben on va l'envoyer dans un sport d'endurance. Fait que c'est le fun dans ce temps-là. C'est pas... C'est un débat, là, mais c'est pas très humain et pas très éthique parce que ça fait vraiment mal, pareil, faire ça, surtout un enfant. Mais bref, ça c'est une autre histoire parce que dans le quadriceps, on est supposé être à 50-50, rapide et lent. Mais, je veux dire, on est tous des bébites différents. Fait que ça se peut qu'on soit à 70-30, 90-10. Fait que les athlètes de très haut niveau, souvent, génétiquement, ils ont une prédisposition génétique à avoir l'air de qu'est-ce qu'ils ont l'air. C'est pour ça que souvent, il y a des gens qui disent crime, je m'entraîne, tout ça, je veux prendre un peu de tissu musculaire, j'y arrive pas. Bien, probablement que cette personne-là a une prépondérance de fibres lentes. Mais on peut stimuler les fibres rapides. Il y en a moins.
Et c'est correct, mais il faut aller les stimuler. C'est pour ça que si quelqu'un est fait très filiforme, s'entraîne, fait 10 autres répétitions, un muscle une fois par semaine, c'est dis-moi la musculation, c'est pas fait pour moi, ben je me dis, non, bien, ce soir, là, écoute, tu as probablement 90% de résultats que tu touches même pas en ce moment. D'où l'importance d'avoir une bonne programmation en entraînement. Donc, c'est vraiment la clé. Maintenant, au niveau de la nutrition, comme je l'ai répété, si vous ne voulez pas vous casser la tête, je parlais tantôt de calculer ses calories, vous trouvez ça un peu trop compliqué, deux prémices bien importantes. De l'eau, il faut s'hydrater. Hein? L'humain, on est comme des cocons, là. On est plein d'eau, juste un peu plus d'anxiété. Fait que, on est plein d'eau, fait qu'il faut boire beaucoup d'eau. Ça permet au système que tout fonctionne de la façon optimale. Il faut des protéines. Fructose, premier, en grec, j'aime ça dire ça, parce que c'est le macronutriment, à mon sens, le plus important. Manger trop de protéines, avant que ça se transforme en gras, ça va faire de la gluconéogenèse, ça va se transformer en glucose, ça va être utilisé comme type de sucre pour le système. Fait que les protéines, vous pouvez en manger beaucoup. Fait que c'est la seule chose que vous devriez regarder, en fait. Je frappe-tu mes protéines dans ma journée? Je bois-tu assez d'eau? Si vous sentez que vous manquez d'énergie, bien, rajoutez le reste. Glucides et lipides, c'est de l'énergie. Fait que ça vient des glucides, ça vient des lipides. À la fin du compte, dans l'entonnoir, ça reste des calories. Il y a des gens qui aiment mieux manger plus de gras. Moi, j'aime ça, style plus de gras, parfait. Il y a des gens qui aiment, moi, je vais manger plus de sucre, plus de sucre. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, c'est sûr qu'en recomposition corporelle, on veut privilégier les glucides parce que, comme je l'expliquais, il y a l'insuline qui va être un de nos amis pour venir mettre les protéines dans le muscle. Mais le gras, ça fonctionne aussi tant qu'on a de l'énergie, tant qu'on a vos protéines. Maintenant, comment calculer vos protéines? Avant, on parlait de 0,6 à 0,8 grammes de protéines par litre de poids de corps. Là, après, c'est devenu 1. Là, c'est rendu 1,4. Fait que dans le fond, la règle générale, c'est the more the better. Okay? That's all, facile de même. Les gens vont me dire, ouais, mais Félix, si je mange trop de protéines, est-ce que c'est pas bon pour mes reins? Non, parce que les reins, c'est comme des filtres à piscine. Okay? Fait que dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça dégrade. Qu'est-ce que vous mangez, ça filtre. Okay? Mais ce qui est dangereux, c'est pas les protéines exogènes que vous mangez. C'est pas le shake de protéines, le shop santé qui va être problématique pour vous. C'est si vous êtes alité, genre vous avez eu un accident, là, vous êtes comme un gros culturiste, puis là vous allez perdre du muscle, bien là il y a une dégradation du tissu musculaire qui va se faire. Là les protéines vont venir en circulation dans le sang, mais ça passe pas par le système digestif. C'est là que ça s'en va directement dans les reins, c'est là que c'est dangereux. Bien dangereux. C'est là que c'est problématique en fait. Même si vous mangez full de protéines, si vous n'avez pas de problème rénaux à la base, vous n'avez pas de problème. Il ne se passera rien. Okay? C'est vraiment une bonne affaire de monter ses protéines. Moi, je dis toujours à mes clients, dans le doute, mange-en plus. Au niveau des gras, si vous êtes un peu, vous aimez ce que j'ai parlé au niveau des calories, puis tout ça, vous êtes comme intéressé par rapport à ça, on ne veut jamais être en bas de 25% de gras dans son alimentation. Okay? Parce que là, vous m'écoutez, vous dites, glucides, seulement 4 calories, stimule l'insuline, prise de masse, protéines, pas besoin de gras, c'est 9 calories en plus. Un fou d'une poche, facile, on va tasser ça, puis pas de problème. Mais si vous ne mangez pas assez de gras, tout votre processus hormonal va en découler. La testostérone puis le cholestérol, ça se ressemble au niveau moléculaire. Si vous ne mangez pas assez de gras, c'est que vous avez une mauvaise production de testostérone. Puis ça, j'enlève pas tous les autres problèmes que vous pouvez avoir si vous ne consommez pas assez de gras. Là, vous allez me dire, OK, est-ce qu'il y a des bons gras, des mauvais gras? Oui, il faut juste un équilibre. Okay? Si vous faites des prises de sang, puis vous voyez que vous avez un LDL élevé, mais votre HDL est haut, on dit souvent qu'il y a le bon puis le mauvais cholestérol. C'est plus ou moins vrai, parce que dans le fond, il y en a un qui est un transporteur, puis l'autre, il ramène. Fait que les deux doivent fonctionner ensemble. Okay? Il n'y a pas un mauvais et un bon cholestérol, il faut juste que les deux fonctionnent ensemble. Puis on ne veut pas avoir un LDL et un HDL trop bas, ça veut dire que la circulation ne se fait pas de façon optimale. Une autre chose, le cholestérol alimentaire a peu ou pas d'impact sur le cholestérol sanguin. Okay? Fait que même si vous mangez, mettons, des jaunes d'œufs, vous pouvez dire, il y a du cholestérol là-dedans. Il faut avoir vraiment des mixed-up génétiques, ça a vraiment un impact, on appelle ça des polymorphismes, un impact direct sur le cholestérol sanguin. C'est pas le cholestérol que vous mangez qui va avoir un impact. Ce qui va avoir un impact sur votre cholestérol, c'est que si vous mangez un repas très riche en gras saturés, puis vous mangez beaucoup de sucre en même temps, le corps est tellement paresseux, lui, il aime vraiment le sucre. C'est vraiment facile, c'est facile à digérer. Le gras, il faut qu'il rentre ça dans le cycle de crème, c'est long, Fait qu'il va dire, hey, je vais prendre le sucre, mais pensant là, le gras fait quoi? Lui, il dit, moi, je vais me stocker dans les artères, je vais perdre mon temps un peu partout, je vais aller dans le gras en attendant, juste question de passer le temps. Là, c'est ça qui est dangereux. Si vous avez une diète qui est riche en protéines, riche en gras, faible en sucre, c'est super bon. Si vous dites qui est riche en protéines,
riche en glucides, faible en gras, c'est super bon. Il faut juste faire attention au niveau des combinaisons. Il ne faut pas mettre plein de sucre avec plein de gras en même temps. Si à la fin de la journée, vous avez consommé moins d'énergie, vous en avez dépensé, vous allez perdre du gras pareil. Mais c'est pas juste, it's not all about genre votre physique, c'est aussi apporter votre santé. C'est pour ça que vous pouvez prendre certaines petites tenailles aboutissants de tout ça. Donc ça, c'est pour la prise de masse musculaire. Qui devrait prendre la masse musculaire? Absolument tout le monde. Comme j'expliquais tout à l'heure, on a les femmes, les hommes qui ont leur threshold de là, mais il faut monter. Les études sont claires. En vieillissant, les fractures les plus dommageables chez les humains, c'est les fractures de la hanche. Fait que c'est la pire façon, je pense, avec des grands-mères, des grands-pères, des parents. Fracture de la hanche, après, bonne chance à tous, parce que souvent, il n'y a pas plus après un certain âge, puis c'est le début de la fin. Moins qu'on est mobile, moins qu'on bouge, moins qu'on ci, moins qu'on ça, donc c'est très dangereux. La deuxième des choses, c'est qu'à chaque fois que vous faites d'entraînement en résistance, en plus de stimuler les bonnes unités motrices, vous allez créer de la calcification osseuse. Fait qu'il y a deux façons d'avoir des os en santé. Consommer de la vitamine D, parce que la vitamine D prend le calcium, l'amène dans vos os. Et la deuxième des choses, c'est d'avoir un stress sur le tendon qui va venir stimuler l'ostéoblaste. Fait que l'envoie la création de densité osseuse. Fait que si vous faites de la musculation, vous avez de la densité osseuse qui va se créer. Si en même temps, vous avez votre vitamine D, votre calcium et tout ça, bien, un avec un, ça va vous aider. Et tout ce qui est problème ostéoporose et tout ça, bien, à long terme, vous pouvez avoir des problèmes avec ça. Fait que ça, c'est très important de le comprendre. Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a bâti notre structure, vous avez votre musculation et tout ça, là, à ce moment-là, vous avez vraiment votre plan de match pour votre composition corporelle. Fait qu'on va prendre une étude de cas, quelqu'un qui vient me voir, s'entraîne un peu, ben mettons, tu viens me voir, là, tu fais ton 3-4 fois par semaine, tu t'entraînes. Bon, la première chose que je vais faire, j'ai parfait. Je vais prendre ta grandeur, ton poids, ton âge, je vais trouver les calories, puis je suis quand même habitué, fait que je risque de pas mal frapper dans le 1000, mais admettons que je ne frappe pas dans le 1000, je vais te mettre un nombre de calories, je vais te mettre le plan de musculation, puis je vais t'envoyer dans 4, 5, 6 semaines. Fait que là, dans ton cas, ce qu'on ferait, c'est que là, tu t'entraînes 3-4 fois par semaine, je garderais cette formule-là, je ferais probablement des full body, tout le corps, parce que les gens démonisent ça. Le full body, ils pensent que c'est comme pour les débutants. Moi, c'est ce que je fais, j'adore ça, parce que ça me permet de stimuler chaque muscle de la bonne façon, puis je vais dans ton dosage. Tu me dis, moi, Félix, je vais avoir plus d'épaules, plus de fesses, puis plus de pectoraux, exemple. Je m'écrirais ça, je t'en mettrais un petit peu plus que les autres muscles, dont ils toucheraient 3 fois par semaine. J'aurais 3 fois que j'y touche. Dans ton entraînement, je serais probablement, dans ta nutrition, je montrais probablement tes protéines et je m'assurais que tout est bien balancé. Puis là, peut-être que tu me dirais, ouais, mais Félix, moi, je travaille, j'ai pas le temps de manger à des heures régulières, my life is a mess. Fait que là, je dirais, parfait. Bien, ce qu'on va faire, le meilleur moment pour rentrer tous tes nutriments, c'est autour de tes entraînements, avant, pendant, après. C'est la meilleure façon de rentrer des aliments. Puis bon, vous avez déjà entendu parler des BCA, fait que c'est des acides aminés, les EAA, les sucres, les électrolytes, tout le monde est mêlé comme des jeux de cartes par rapport à ça. Fait que moi, je vais vous dire ma stratégie, puis je pense que je suis un des seuls qui parle de ça ici, mais je trouve que ça fait du sens. Bien, je vais toujours, mettons quelqu'un qui veut faire une condition corporelle, c'est un Félix, hein? Bien, puis là, je sais, your life is a mess. Là, je sais pas, mais mettons, ben, ce que je vais dire, c'est que je vais te faire une boisson que tu vas commencer à boire avant, tu vas finir pendant ton entraînement, puis juste après en prenant ton sauna, en relaxant. Dans cette mixture-là, facile pour les hommes, je vais mettre 2 scoops de protéines de 20 grammes. J'utilise souvent le Refresher de Believe parce que c'est une protéine à digestion rapide versus, mettons, de la whey et de la iso. Fait que je vais prendre une protéine qui goûte un peu le jus, fait que ça, c'est super le fun à prendre. Je vais mettre 1 ou même 2 scoops. Fait que dans ton cas, je mettrais 40 grammes de protéines de ça. Je prendrai un sucre rapide, le Pentacarb d'ATP, du Carbolin, vous trouvez ça chez Shop Santé ou peu importe. C'est des glycides qui sont rapides, qui stimulent l'insuline très rapidement. Je mettrais ça dans le mélange. Je mettrais un petit peu de sel pour l'hydratation. Je mettrais de l'eau, je shakerais ça, puis je te ferais boire ça. Fait que moi, là, même si je recommence Your Life is a Mess, ben, je m'assure au moins qu'autour de tes trainings, tu manges de la bonne façon. Puis, je m'assure qu'après, tu ne te casses pas la tête. Parce qu'oubliez pas, les gens sont tellement anxieux par rapport à leur entraînement puis stressés que souvent, ils se font plus de mal que de bien. T'sais. Parce que là, ils sont comme « Ah là, j'ai pas pris ma créatine. Ah, j'ai pas mangé assez de protéines. » Là, ils stressent les autres autour, ils se stressent eux-mêmes, puis c'est là. Tandis que si vous gardez votre fameuse boisson, faites une boisson qui est nice, qui est cool, et vous prenez ça pendant vos trainings, le reste de la journée, c'est important, là, mais c'est moins important. Parce que je me suis assuré que dans le moment que tes muscles étaient comme des éponges, là, ben, je les ai remplis, je leur ai donné tout ce qu'ils voulaient. Fait que c'est ça qui est important. Par contre, il va falloir quand même que tu manges des protéines dans la journée. Parce que comment la masse musculaire fonctionne, c'est que
c'est pas tout le temps. Le muscle n'est pas tout le temps en train de bâtir du muscle. Hein? Vous savez qu'il y a de l'anabolisme, on crée. L'anabolisme, on crée du muscle ou du gras. Et il y a le catabolisme, on détruit du muscle, on détruit du gras. Si vous voulez, en bout de ligne, là, quelqu'un qui vient me voir et dit, moi, Félix, là, je m'en fous de ça m'arrive souvent, mettons un gars de construction fait assez costaud, mais tu sais, qui est sûrement comme depuis qu'il est jeune, musclé, comme naturel, mais gras, là, tu sais. Puis lui, son but, c'est de perdre du gras. Il s'en fout des muscles, là. Il en a eu toute sa vie, puis c'est pas ça qu'il veut, juste être plus mince, puis pour sa santé, pour son cœur. Bien, lui, moi, je vais le mettre 80% du temps en catabolisme, 20% du temps en anabolisme. Fait que le long de sa journée, je n'ai pas besoin de donner des protéines à côté et de le faire manger. Il veut être en catabolisme. Fait que je peux le faire manger juste 3 fois par jour. Pas de problème, lui, il veut dégrader, il ne veut pas bâtir. Mais si moi, toi, tu viens me voir, tu me dis, moi, Félix, je veux bâtir du muscle, je veux prendre un petit peu de gras, mais j'aimerais ça être 70% que je prends de la masse, 30% je prends du gras. Mais là, dans ton cas, je vais te faire manger 5 fois dans ta journée. Parce qu'on ne peut pas contrôler quand le corps décide de créer du tissu musculaire. C'est comme un messager qui arrive, puis il dit, OK, j'ai-tu des acides aminés en circulation dans le sang? Plus il n'y a pas d'acides aminés, il fait comme, OK, on fait fausse route, guys, fausse nouvelle, on revient dans 2 heures. Là, je dis 2 heures, mais c'est aléatoire. Fait que si vous n'avez pas des protéines en circulation dans le sang pas mal toute la journée, bien, ça se peut que, mettons, il y a 8 ou 10 pearls qui dit prendre la masse musculaire, mais ça se peut que tu en aies manqué 4-5. En bout de ligne, ça va-tu faire une grosse différence? Bah, oui et non, tu sais, mais si tu veux vraiment optimiser tes trucs, t'es mieux de le faire de cette façon. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah ouais, c'est le total que tu as mangé dans ta journée qui va faire la grosse différence. Oui, c'est ça, mais si vous voulez, il y a une différence entre être correct et être optimal. Si vous voulez être optimal, il faut comprendre cette prémisse. Fait que, bref, si vous voulez perdre le plus de gras, vous en foutez de votre masse musculaire, manger 2-3 fois par jour, vous allez avoir des longs moments sans nourriture. Fait qu'est-ce qui se passe en absence de bouffe? Bien, je l'ai expliqué, on va chercher notre gras pour nous donner de l'énergie. Et si vous voulez partir de la masse musculaire le plus possible, bien, qu'est-ce qui se passe? Mangez plus souvent pour toujours avoir quelque chose un peu sous la main, puis que votre perte de gras soit un peu sur le total de calories et non sur la fréquence à laquelle vous mangez. Fait que ça ressemble un petit peu à ça. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Oui. C'est qu'on dirait que c'est vraiment un bon pendant de à compétition. J'ai préparé OK. Ouais. OK. OK. Je t'explique tout ça. La créatine, un substrat qui se trouve dans la viande rouge, mais malheureusement, même si vous mangez des trucs de steak, vous n'allez jamais avoir assez de créatine pour soutenir vos entraînements. La créatine, c'est un des suppléments les plus étudiés dans le monde depuis la nuit des temps. Fait que, pour répondre à la question, c'est une bonne chose d'avoir de la créatine. Sauf que ça va faire de la rétention d'eau. La rétention d'eau va être majoritairement intracellulaire, donc dans le tissu musculaire. Par contre, il y a un autre organe dans votre corps qui peut retenir de l'eau, et c'est lequel? Ouais, tu brûles. Le tissu un petit peu, en fait, le gras. Dans le gras, vous allez retenir de l'eau. C'est pour ça qu'une journée, mettons vous avez bu full d'alcool qui crée de l'inflammation, une soirée, mais vous n'allez pas manger tant de calories que ça. Puis vous levez le matin, vous êtes comme, vous dites, hey, je suis bien fat, je pèse comme 4 livres de plus, mais j'ai pas tant mangé que ça, parce que vous allez retenir de l'eau dans le muscle, mais aussi dans le gras. Fait que c'est pour ça que les fameuses diètes low carb, le fait dans le glucide, le monde commençait après 2 semaines. Non, je vois mes abdominaux. C'est juste que dans ton gras, tu as moins d'eau. Fait que quand la lumière frappe sur ta peau, tu vois plus la définition qui est en arrière. Tu n'es pas moins gras, c'est juste que tu as moins d'eau. OK? Fait que c'est pas une mauvaise chose d'avoir une rétention d'eau. Parce que quand vous, la bonne façon, créée par la créatine et non par l'inflammation, parce que l'eau va venir, quand vous saturez votre tissu d'eau, vous amenez des nutriments en même temps, vous amenez du liquide dans la cellule, et ça vous permet d'hydrater la cellule. Une cellule hydratée, c'est une cellule performante. Okay? C'est pour ça que l'hydratation reste à la base. 1% de déshydratation peut baisser jusqu'à 10% les performances. C'est pour ça qu'on parle autant d'électrolytes en période chaude. Okay? On veut être hyper hydraté. Même si sur le look, on est comme « Ah, j'aime pas ça. » Mais c'est vraiment la base. Donc, c'est super important. Maintenant, la créatine. Il y a 2 problèmes avec la créatine. Il y a 20% des gens qui ont 0 résultat avec la créatine à cause de leur pattern génétique. Génétiquement parlant, il y a des gens qui ça va avoir rien parce qu'ils ont 5 unités et ils vont toujours avoir 5 unités de créatine. Par contre, chez 80% des autres individus, la créatine va avoir un énorme changement. Augmentation de la force,
augmentation au niveau des hormones. Bref, ça vaut vraiment la peine. L'étude qui est sortie la semaine passée sur prévention d'Alzheimer et fonctions cognitives, ils ont donné jusqu'à 0,8 grammes par kilo, je crois, de créatine. Fait que, tu sais, un gars de ma grosseur, ça serait genre quasiment 30 grammes de créatine. Fait que, c'est pas par jour. Fait que c'est pas tant hot parce que, excusez-moi du temps que je l'ai dit un jour, mais tu risques de chier dans tes culottes, là, à manger 30 grammes, à cause des inconforts intestinaux que ça va vous donner. Okay? L'autre chose, c'est que si vous décidez de monter vos dosages de créatine, premièrement, tout le monde devrait prendre au moins 10 grammes. Là. Fait que si vous êtes à 5 grammes, doublez ça. L'autre chose, si vous avez des inconforts intestinaux, deux options. Première option, vous divisez 5 grammes le matin, 5 grammes le soir. Deuxième option, il y a certaines protéines qui sont, on appelle ça acid wash. C'est que, tu sais, on voit souvent 99,6% de pureté. Tu sais, on voit ça sur la monohydrate, des fois, c'est parce qu'il y a filtre, mais avec un processus chimique. Puis il y a des gens qui sont intolérants à ce processus-là. Fait qu'il faut aller vers une créatine qu'on appelle water wash. Ça veut dire qu'ils ont été comme filtrés à l'eau. Puis ça, c'est un pattern qui s'appelle Creapure. Il y a certaines compagnies qui l'ont, c'est fait en Allemagne. Donc, vous pouvez taper Creapure, puis il y a plein de compagnies qui ont acheté le patent. Le patent, dans le fond, c'est comme un brevet pour fournir cette créatine-là. Fait que c'est une créatine qui est hyper absorbable. Fait que quand j'ai un client qui dit hey, « moi, j'ai des inconforts intestinaux, j'ai des diarrhées, j'ai tout ça, quand je prends de la créatine, je divise ton dosage. » Il divise le dosage, il n'y a pas de résultat, je tombe vers une Creapure, une créatine qui est water wash, puis souvent, tous les problèmes s'en vont. Fait que ça, pour répondre à ta question, oui, tu peux prendre la créatine, tu peux continuer. La rétention d'eau, c'est pas nécessairement dans la même chose. Ça va aller dans le dessus un petit peu. Plus que tu as de gras, plus que tu vas le retenir, mais c'est peut-être aussi changer ton type de créatine. Je sais pas si ça répond à ta question. Oui, vous devez boire plus d'eau. Pas parce que ça va nécessairement stresser vos reins, mais juste parce que si vous retenez plus d'eau, bien, vous retenez plus d'eau. Fait que vous avez besoin de boire plus d'eau qu'à l'habitude. Fait que si vous avez tendance à boire 2 litres d'eau par jour, à ce moment-là, peut-être 2,5, peut-être 3 litres pas, parce que ça va créer des problèmes au niveau de vos reins. Ah, puis c'est une autre affaire, ça. Si vous faites des prises de sang, arrêtez toujours de prendre la créatine 2 à 3 semaines avant. Parce que ça va falsifier vos prises de sang. Votre créatine kinase va monter, votre créatine sérique va monter, parce que quand on fait des prises de sang pour les fonctions rénales, on veut regarder à quel point les reins filtrent bien. Puis un rein qui filtre mal, il va avoir de la protéine en circulation dans le sang like crazy, puis ça va faire qu'il va avoir de la créatine. Fait que le problème de ça, c'est que souvent le médecin va passer vos tests et dire comme arrête de prendre, tu manges trop de protéines, tu prends de la créatine, c'est pas bon, tes ratios sont pas bons. Mais non, vraiment, ça se peut que vous preniez un supplément, fait que ça vient altérer la prise de sang, puis ça se peut aussi que vous entraînez la créatine kinase dans vos tests, c'est CK, vous allez toujours le voir. Moi, c'est un marqueur à savoir si mon client s'entraîne fort, OK? Parce que plus que vous entraînez fort, plus vous créez du dommage au niveau du muscle, plus que de dommage au niveau du muscle, plus que ça crée des protéines en circulation dans le sang, parce que vous venez briser ça. Fait que le CK, la créatine kinase, doit être quasiment 2 fois plus élevé. Donc, des fois, il y a des gens qui m'arrivent en panique. Félix, là, ça va pas, notre plan, regarde mes prises de sang, je suis supposé être en, je sais pas, 100 et 300, j'étais à 425, genre, je suis en train de. Relax, take it easy. Ça veut dire que tu t'entraînes assez fort, c'est une bonne nouvelle. Puis vous regardez, puis dans les prises de sang au Québec, là, il est écrit. Ces chiffres sont bons, à part si vous êtes un homme noir. Vous avez remarqué? Pourquoi? Parce que, vous marquerez ça, parce que ce qui se passe, bien que génétiquement, souvent, tous les gens qui font plus d'Afrique, tout ça, ont plus de masse musculaire que les autres. Fait que techniquement, leurs CK vont être plus élevés qu'exemple un gars caucasien, blanc et tout ça. Fait que, c'est juste de voir les tangents que vous voyez que les prises de sang, c'est pas tout le temps comme si c'est pas bon, Fait que discutez avec votre médecin, regardez ça, puis ayez toujours un petit double check de savoir, OK, est-ce que c'est réellement pas bon? Ou c'est parce que les prises de sang sont faites pour monsieur et tout le monde, mais pas faites pour des gens récemment qui s'entraînent et qui font de la musculation à distance. Question? Oui? Pour une partie de la projection, est-ce que c'est mieux de la prendre avec quelque chose de chaud à prendre en temps? Il y a comme Oui, ce qui se passe, c'est que quand c'est consommé avec un glucose, qu'est-ce que je vous explique tout à l'heure, c'est que quand vous mangez du sucre, qu'est-ce qui se passe? L'insuline arrive, prend le sucre, il y a la mis dans le tissu, mais imaginez, c'est qu'en même temps, vous avez de la créatine, mais qu'est-ce qui va arriver? La créatine va arriver avec, vous venir la mettre dans le tissu plus rapidement. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que tu veux maximiser tes résultats en prenant avec ça? Oui. Mais tu sais, mettons, tu me dis, moi, Félix, là, je check vraiment mon sucre et ces affaires-là, puis le moment que je prends ma créatine, ben, j'ai pas nécessairement de jus, je prends pas ça, ben, c'est pas grave. Tu peux en prendre quand même, tu vas peut-être perdre 2 à 4 de ta créatine, mais reste que si tu as pour 2 à 4 de différence, il va souvent être sucre.
questions? Non? Tout est clair? Génial! J'espère que je vous ai aidé un petit peu, vous ai aiguillé, puis vous allez avoir porté une attention particulière à votre programmation, puis quand vous allez vous entraîner. Puis merci tout le monde d'être venu, c'était très cool. Puis gênez-vous pas de rester, on a de la bouffe pour vous. Faites menu, on était assez gentils de me donner des lunchs. Fait qu'on a des beaux lunchs, vous pouvez manger ici, manger, les amener avec vous. Fait que voilà tout. Merci beaucoup!